Au Soudan, un leader des rebelles a demandé ce lundi un délai de 3 mois pour finaliser un accord de paix avec le gouvernement de Khartoum. Les pourparlers entre les deux parties doivent reprendre la semaine prochaine. Le président namibien Hage Geingob, qui vient d'être réélu, s'est engagé lundi à lutter contre la corruption, dans un pays marqué par récession et scandale de corruption qui a provoqué un mécontentement populaire. La cérémonie du Ballon d'Or 2019 a vu Lionel Messi être récompensé pour la 6e fois de sa carrière. Sadio Mané, qui comptait parmi les favoris, termine au pied du podium. Nouveau journal sur CK. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Le président namibien Hage Geingob, qui vient d'être réélu, s'est engagé ce lundi à lutter contre la corruption dans ce pays marqué par une récession et un scandale de corruption qui a provoqué un mécontentement de la population contre le parti au pouvoir. Plus de précisions à travers cet élément. Je vais intensifier le combat contre la corruption à tous les niveaux afin que nous puissions faire cesser ce mal, a dit Hage Geingob dans une allocution radiodiffusée, la première depuis sa réélection dimanche. Son parti, la SWAPO, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990. 3 ans de récession, un fort chômage, une sécheresse et des informations de Wikileaks faisant état de corruption dans l'industrie de la pêche, avec 2 anciens ministres impliqués, ont troublé l'élection présidentielle. Geingob, qui va exercer son 2e et dernier mandat, a déclaré que le gouvernement comprenait la colère des Namibiens sur la corruption qui détourne les ressources publiques qui auraient dû servir au développement du pays. La pêche est l'un des secteurs clés de la Namibie. Elle est au 2e rang derrière l'exploitation des minerais. En raison de ces allégations, le bureau politique de la SWAPO a exclu les 2 ex-ministres impliqués de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'ex-ministre de la Pêche, Bernard Esso, et de l'ex-ministre de la Justice, Sakeus Shangala. Les 2 avaient été arrêtés en novembre, accusés de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale à la suite de la publication dans les médias d'information dans une affaire de corruption de 10 millions de dollars. Une audience sur leur possible mise en liberté sous caution est prévue le 20 février prochain. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection. Ainsi, on a décidé ce lundi, le gouvernement camerounais, pour qui l'argument des tensions dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, évoquées par certains partis politiques pour appeler au boycott des élections, est infondé. Évoquant la crise meurtrière dans les régions anglophones du Cameroun et dénonçant le système électoral qu'il juge non consensuel, Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections locales du 9 février 2020. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le gouvernement a estimé que cet argument est infondé. Selon le ministre de l'administration territoriale, ceux qui évoquent la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour ne pas aller aux élections, c'est une fuite en avant. C'est un argument fallacieux qui ne repose sur rien. Si nous allons aux élections convoquées par le chef de l'État, ça veut dire que toute évaluation faite, ces élections sont possibles et peuvent se tenir dans des conditions de sérénité et de tranquillité. De même, le gouvernement estime que la requête formulée par certains partis politiques pour une prorogation des délais de constitution des dossiers de candidature est impossible au regard de la loi. Le ministre de la Communication a quant à lui mis à l'index ce qui est perçu par Yaoundé comme des pressions de l'extérieur pour reporter purement et simplement ces élections. Autrement, pour le gouvernement, les réserves exprimées ici et là ne vont rien y changer. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection. L'opposition ne contrôle plus la capitale Antananarivo à Madagascar. La ville est tombée dans les mains du président Andry Rajoelina. C'était à l'issue des élections municipales du 27 novembre. Selon les résultats des élections municipales du 27 novembre, publiés ce lundi par la commission électorale malgache, le candidat du pouvoir en place a obtenu 48,94% des suffrages, passant devant celui de la formation politique Team qui dirigeait Antananarivo depuis 2015.
Le camp du président malgache Andry Rajoelina, qui dirige le pays depuis début 2019, après l'avoir emporté au second tour devant son rival de toujours, Mac Ravalomanana, prend ainsi le contrôle de la capitale. Le parti Team de Mac Ravalomanana, ancien chef de l'État et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle de 2018, a présenté un inconnu du public, Rina Randria Massinoro, au municipal cette année. La mairesse sortante, Lalo Ravalomanana, épouse de Mac Ravalomanana, n'avait pas souhaité briguer un second mandat. Le vainqueur, Naina Andria Tito Aina, homme d'affaires et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Rajoelina, avait quitté son poste ministériel pour pouvoir se présenter aux élections du 27 novembre. Les municipales ont été marquées par un fort taux d'abstention dans la capitale. Selon les chiffres de la commission électorale, moins d'un quart des électeurs d'Antananarivo se sont rendus aux urnes. Les résultats des autres grandes municipalités du pays n'ont pas encore été publiés. Un leader des rebelles soudanais a demandé ce lundi un délai de 3 mois pour finaliser un accord de paix avec le gouvernement à Khartoum, une doléance alors que les pourparlers entre les deux parties doivent reprendre la semaine prochaine. Le chef adjoint de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, Yasser Arman, a exhorté Washington à retirer le Soudan de sa liste noire des États soutenant le terrorisme. Des pourparlers sont en cours depuis mi-octobre à Djouba, au Soudan du Sud, entre le nouveau gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont combattu les forces du président déchu Omar el-Béchir au Darfour, dans les États du Nil bleu et du Kordofan Sud. Un nouveau cycle de pourparlers doit démarrer mardi prochain et la conclusion d'un accord de paix était espérée pour le 14 décembre. Mais Arman a demandé un délai de 3 mois jusqu'au 8 mars, a-t-il indiqué lundi à des journalistes à Khartoum. Nous espérons que le cycle du 10 décembre sera le dernier et que la paix sera réalisée, a-t-il ajouté, sans donner de raison spécifique pour le délai demandé. À la suite d'un accord conclu en août entre l'armée et les meneurs de la contestation qui a entraîné la destitution d'Omar el-Béchir en avril, un conseil souverain formé de civils et de militaires est chargé d'assurer la transition vers un régime civil et un nouveau gouvernement a promis de pacifier les régions en conflit. Les conflits ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes au Darfour, au Kordofan Sud et au Nil bleu. Nous soutenons la paix, nous voulons un projet national et une issue stratégique pour les mouvements rebelles armés, a affirmé Arman. Nous ne voulons pas que notre pays s'effondre. La situation du pays est fragile et nécessite une action commune, a-t-il ajouté. Manifestants tués, policiers tués en retour par des civils, des habitants de Béni ont de nouveau dénoncé les massacres de civils ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. Accusée par les manifestants d'inaction face à ces massacres, la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, a affirmé, photo à l'appui, qu'elle avait repris des actions conjointes avec l'armée congolaise contre les groupes armés dans la région. Les manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Béni, en République démocratique du Congo, pour dénoncer les massacres de civils dans l'est du pays et l'inaction de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Ces massacres sont attribués au groupe armé d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF, accusé d'avoir tué 1 millier de personnes depuis 2014. Ce lundi, au moins un jeune homme a été tué par balle. Il a été conduit à la morgue par des manifestants pieds nus. Un policier, semble-t-il, a donné la mort à un manifestant et les manifestants ont tué le policier, a déclaré le procureur militaire Kambou. Dans son communiqué, la police affirme que le policier a été brûlé par les assaillants, mais qu'il était de repos et qu'il a été surpris à son domicile. La police parle également de 12 policiers blessés pendant les émeutes, ainsi que 8 civils blessés admis à l'hôpital général de référence de Béni. 5 maisons appartenant à des policiers ont été incendiées selon la police. Le procureur militaire a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre les organisateurs des manifestations, dont un groupe appelé « Je suis Béni ». Il leur est reproché d'avoir recours aux groupes armés Maïmaï, des rebelles ou groupes d'autodéfense congolais dans les différentes manifestations depuis le 25 novembre. L'information judiciaire va aussi porter sur l'incendie
de la mairie et l'attaque contre les installations de la MONUSCO le 27 novembre, ainsi que le meurtre du policier. L'armée congolaise a par ailleurs indiqué que 8 militaires avaient été lynchés au cours des derniers jours par la population qui les a pris pour des miliciens ADF. Au lendemain d'un accident d'autocar en Tunisie qui a fait au moins 26 morts, les Tunisiens ont dénoncé le mauvais état des routes, mais aussi la vétusté des bus. Quelques-uns ont accepté de se prononcer. On les suit. Un accident comme celui d'hier est déjà arrivé et cela se reproduira encore tant que l'État reste absent et tant que l'État ne s'est pas encore réveillé de son hibernation face à tous ces conflits politiques. Les dirigeants sont occupés par le poste, par le salaire, par leurs affaires personnelles et tout ce qui est dans leurs intérêts directs. Ils s'en foutent du peuple. En plus du mauvais état des infrastructures et du manque d'entretien des bus, il y a ce problème de la conduite irresponsable qui cause ce genre d'incident. Cette route, je la connais. C'est une route très difficile. Pas n'importe qui ne peut la prendre. Et l'état du bus était probablement mauvais à cause de l'absence d'entretien. Je l'annonçais en titre, la cérémonie du Ballon d'Or 2019 a vu Lionel Andrés Messi être récompensé pour la 6e fois de sa carrière. Sadio Mané, qui comptait parmi les favoris après sa belle année, termine au pied du podium depuis le sacre de George Opong Maneweya en 1995. Aucun footballeur africain n'est parvenu à monter sur le podium. À 32 ans, Lionel Messi est devenu ce lundi le premier footballeur à remporter 6 fois le Ballon d'Or France Football. Il est désormais le recommandant du nombre de ballons d'or avec 6 récompenses contre 5 pour Cristiano Ronaldo qui décroche cette année la 3e place. Vainqueur de la Liga pour la 2e fois en 2019, Lionel Messi s'est fait éliminer avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool. Mais les joueurs des Reds, vainqueurs de la compétition, payent l'émiettement des voix avec 4 représentants dans le top 10. Virgil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah et Alisson. L'Argentin, lui, est le seul Barcelonais dans les 10 premiers. La Pulga, déjà lauréat du prix FIFA The Best cette année, devance ses principaux outsiders, Virgil van Dijk 2e et Sadio Mané 4e, qui ont pourtant triomphé avec Liverpool en Ligue des Champions, l'habituel juge de paix lors des années impaires. Et Ronaldo complète le podium à la 3e place. Si Messi s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions avant de remporter le championnat d'Espagne, il a inscrit 36 buts de la saison dernière, synonyme de 6e soulier d'or européen qui récompense le meilleur buteur tout championnat confondu. Considéré comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des Reds, Van Dijk n'a finalement pas réussi à devancer Lionel Messi comme lors de la remise du joueur UEFA de l'année en août dernier. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.